donc Serge Brazin m'a demandé de venir ici pour dire quelques mots pourquoi l'IFI s'intéresse à la géothermie, dans la mesure où Serge Brazin intervient à l'IFI sur les salles propres et il sait qu'on a des activités sur la géothermie. Donc comme vous pouvez le deviner, les activités qu'on a à l'IFI qui forment des frigoristes sur la géothermie, c'est bien entendu pour les pompes à chaleur. Alors je vais vous dire un petit peu comment c'est venu l'idée de faire un enseignement un peu spécifique sur les pompes à chaleur à l'IFI, dans la mesure où, on fait un enseignement sur la thermodynamique, les systèmes frigorifiques. Une pompe à chaleur, c'est jamais qu'un système frigorifique, donc éventuellement, il n'y a pas besoin. Donc c'est venu de plusieurs convictions. Donc la première conviction, qui est un peu personnelle, c'est que je suis convaincu que pour le bon développement des pompes à chaleur, c'est essentiel de former des gens qui aient quand même quelques spécificités sur les pompes à chaleur et que c'est important que les frigoristes soient sur ce créneau si on veut éviter qu'il y ait trop d'installations, qu'il y ait des dysfonctionnements. Donc ça, c'est une première conviction. La deuxième conviction, c'est que les pompes à chaleur, compte tenu du contexte général qu'on connaît les uns et les autres, même si en ce moment, on l'a dit tout à l'heure, ça passe par une période économique un peu difficile, n'empêche qu'à terme, j'y crois profondément au développement des pompes à chaleur. Et troisièmement, je dirais quelques mots à la fin sur la recherche qu'on fait. Je pense que pour l'impact sur la température des grandes villes, la pompe à chaleur réversible, ça peut être un point important. Alors maintenant, si la climatisation, vous réfléchissez, au lieu de la faire rejet sur air, vous le faites rejet dans la Seine qui est limitée, ou si vous le faites rejet dans le sous-sol. À ce moment-là, vous changez complètement la donne. Si vous rejetez la chaleur dans le sous-sol, ça veut dire que le froid que vous produisez à l'intérieur, au lieu de servir à surchauffer l'atmosphère à l'extérieur, au contraire, les petites fuites qu'il y a, vous allez contribuer à éventuellement rafraîchir un petit peu l'atmosphère ambiante. Et donc à ce moment-là, on va avoir une interaction entre la climatisation et puis la cité qui va être complètement différente de ce qu'il va y avoir, de ce qui existe actuellement. Et donc nous, on travaille au point de vue recherche, on travaille là-dessus au laboratoire, c'est ce qu'on appelle, j'appelais l'effet oasis, qui est qu'on peut démontrer que dans ce cas-là, on pourrait arriver à diminuer la température de l'atmosphère plutôt que de l'augmenter à cause des échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Je pense que les développements qu'il y a actuellement sur les bâtiments à basse consommation, à faible consommation d'énergie, couplés avec des pompes à chaleur dans le sous-sol et réversibles, c'est vraiment des développements qui sont super intéressants. Alors maintenant, j'ajoute simplement la cerise sur le gâteau. Si pour la consommation d'électricité, vous prenez de l'électricité qui est produite par des capteurs photovoltaïques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'été, quand il fait très chaud, l'énergie solaire, au lieu de servir à chauffer l'environnement, il y en a une partie que vous utilisez pour produire de l'électricité. Cette partie que vous servez pour produire de l'électricité, ensuite vous faites marcher votre machine frigorifique, et puis la chaleur de condensation, au lieu de l'envoyer dans l'air, vous l'envoyez dans le sous-sol. Donc il y a une partie de l'énergie solaire que vous envoyez dans le sous-sol, donc vous allez encore plus rafraîchir l'ambiance. Et donc vous comprendrez que on a un intérêt dans ce développement. Alors en plus, le dernier point que j'ajoute, c'est qu'on sait que la France s'est fixée dans le cadre de l'Union européenne 23% d'énergie renouvelable en 2020. On sait très bien que ça va être excessivement difficile de les atteindre et qu'on aura besoin des pompes à chaleur, à mon avis, pour atteindre cet objectif. Et les pompes à chaleur géothermiques, elles sont dedans. Et les pompes à chaleur aérothermiques, il faut qu'elles aient un bon COP pour être dedans. Et je pense que la pompe à chaleur, dans la politique énergétique, logiquement, si on veut atteindre les objectifs ambitieux qu'on a de 23%, ça va être un élément essentiel pour y parvenir. Et en plus, comme je l'ai dit, je pense que pour l'impact de la ville et tout, c'est un composant qui est excessivement précieux. Je sais pas, je dois à peu près 500 installations qui tournent, bon, ça date depuis une quinzaine d'années.
On n'a jamais eu de soucis. Simplement, il faut être très prudent dans le dimensionnement des capteurs. Je dis des capteurs parce que c'est très souvent des capteurs horizontaux. Parce que chez nous, les coûts de forage sont très importants parce qu'on a une géologie qui est très particulière en Auvergne. Et les forages sont très coûteux. Et puis on a une région quand même rurale, donc les terrains ne manquent pas, donc on fait en 95 ou 98% des cas des capteurs horizontaux. Moi je procède très souvent avec des capteurs en tranchée, c'est-à-dire des capteurs à deux niveaux, tranchée de 50 mètres de long, avec un tube à 1,20 m, un tube à 0,60 m, ce qui nous permet de loger 200 mètres de tube dans une tranchée. On compte une quinzaine de watts au mètre carré. Que ce soit en capteur horizontal à un seul niveau, en capteur en tranchée, on n'a pas pu mesurer de différence notable. Simplement, c'est très agréable à faire, c'est très intéressant. Moi, ça m'arrive, même étant frigoriste, de m'arrêter devant une machine qui fonctionne et de mettre les mains sur les hanches en me disant mais c'est quand même génial ce truc. Vous avez des tubes qui sont couverts de givre qui rentrent dans la machine et l'eau brûlante qui en sortent, c'est toujours un petit peu émouvant, même si on sait ce qu'il y a de... Si on sait de quoi c'est fait, c'est toujours très plaisant d'avoir comme ça. On a ce qu'on trouve couramment, c'est des maisons de 140 mètres carrés, des maisons qui ont 6, 7, 8 ans, qui sont à 500 mètres d'altitude, qu'on chauffe pour 350 € par an. Je crois très fort à ce système, je crois très fort que ça va redémarrer, et je crois que les beaux jours sont encore devant nous. Moi, généralement, je surdimensionne toujours un petit peu mes capteurs par rapport aux préconisations des fabricants, et jusqu'à maintenant, là encore, je touche du bois encore, ça a été tout à fait bénéfique. On n'a pas attendu ça pour faire de la géothermie. Je vous le disais, on a fait notamment une école avec 5 sondes. Il y a maintenant, on doit être à la 3e saison de chauffe, quelque chose comme ça. Et je vous remercie de votre proposition de suivre ça techniquement, parce que je pense qu'il y a sans doute des enseignements à tirer. Mais c'est vrai que ça donne envie d'en faire plus. Oui, il y a une vraie normalisation des savoirs. Une journée très enrichissante. Qui conforte en fait sur deux points. Le premier, qui est que le frigoriste, malgré tout, est le professionnel le mieux armé avec un certain nombre de compléments. Moi, je crois surtout que la profession a sa place dans la géothermie, de par sa compétence de base, qui est quand même le cœur du système.